Bonjour à tout le monde et bienvenue à cette quatrième capsule d'introduction à l'écriture créative contemporaine. Je suis Patrick Stéphane, chargé de recherche et d'exposition au Centre Pompidou-Metz et bonjour Gilles Collard. Bonjour. Merci Gilles pour avoir donc pris le temps de nous introduire lors des trois premières capsules à ce sujet très intéressant. J'ai pensé donc que pour cette dernière capsule, on pouvait un petit peu dialoguer. Moi-même, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt ce que tu as partagé avec nous. J'ai beaucoup de questions, j'ai eu la possibilité de discuter avec mes collègues et j'ai aussi réuni quelques questions de la part du public. Donc voilà, pour Ouais, cette dernière rendez-vous, on peut discuter un petit peu sur le sujet, d'accord? parfait, Très bien. très bien, avec Alors, plaisir. tout d'abord, merci beaucoup pour avoir accepté cette invitation. Moi, je me rappelle quand on avait commencé à parler de ce projet, tu m'avais dit que oui, tu étais intéressé, mais en même temps, tu étais un peu hésitant par rapport à la forme. Tu me disais faire des classes via Zoom, des classes online, c'est pas trop ce que toi tu aimes. Donc, après cette expérience, j'aimerais juste savoir comment ça a été l'expérience pour toi. Est-ce que ça a été une expérience intéressante pour l'enseignement ou c'est une forme qui te déplaise? Non, bah, finalement, j'y ai pris beaucoup de plaisir et ce qui était intéressant, surtout pour la première, c'était que ça me permettait de mettre un peu mes idées au clair aussi, de revenir sur, même pour moi-même, sur 2-3 principes, sur 2-3 idées directrices qui me permettaient de fonctionner aussi au quotidien, de manière très, très concrète, très scolaire, c'est le cas de le dire aussi, puisque quand même on reste dans une logique d'enseignement, même si on pourrait redéfinir ce que c'est que l'enseignement de l'art en général et peut-être de l'écriture en particulier. Mais c'est un plaisir. Et puis l'idée de fonctionner aussi avec 2 entretiens, il y avait avec toi pour le troisième, je trouve ça très intéressant parce que finalement, c'est une des données, je crois, importantes de l'enseignement ou de ce qu'on peut faire ensemble dans une école d'art ou même, j'imagine, dans des logiques muséales ou de programmation, de ce qu'on appelle aujourd'hui, je crois, la médiation culturelle, de fonctionner sur des modèles dialogiques, d'échanges horizontaux, où il n'y a plus typiquement toujours un savoir qui viendrait d'en haut, qui serait à communiquer auprès d'un public et que les choses se passent plus par co-construction ou par échange à partir du moment où, de part et d'autre, il y a une espèce d'intérêt partagé sur des objets, sur des œuvres, sur des pratiques, sur des manières de fonctionner et sur des manières finalement de faire circuler des idées dans le monde, tout simplement. Mais puisque ceci veut dire que normalement, tes leçons requièrent beaucoup d'interaction, il y a beaucoup de questions-réponses avec tes élèves? Ouais, tout à fait. Le cœur reste quand même le texte, l'écrit, mais à partir de là, ce qu'on travaille, c'est vraiment l'idée de la lecture, une idée de la lecture critique, une idée de la lecture même, comment dire, j'allais dire éditoriale, mais oui, au sens large du terme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est en train de faire là en faisant ça, qu'est-ce que ça veut dire d'amener tel chapitre, tel paragraphe, tel récit de cette manière, essayer d'ouvrir le plus possible les enjeux qui se cachent derrière une manière d'avancer une phrase, un texte, un paragraphe, un livre. Et ça, les étudiants le font avec moi, avec mes camarades, mes collègues, principalement cette année, enfin depuis le début, Nathalie Skorenek et Jefferson Self, parce que c'est vrai que c'est bien de le mentionner, parce que c'est vraiment avec eux que je travaille au quotidien et qu'ils apportent énormément de choses à cette formation. Et puis surtout, ce qui est très important, c'est la lecture des étudiants entre eux, avec nous. C'est-à-dire que finalement, ça fait partie des choses ouais, qui serait important de dire aussi, c'est que je pense qu'écrire au travers du texte aujourd'hui passe autant par le geste d'écriture en tant que tel que par, oui, ce qui est aussi un geste de lecture. Et savoir lire, comme disait Debord, c'est aussi pour savoir vivre, il faut savoir lire, ainsi de suite. Cette fameuse phrase que j'ai plus exactement en tête maintenant, mais c'est un peu pareil. Mais pour savoir écrire, ce qui est sûr, c'est qu'il faut savoir lire et savoir dire comment on lit et pourquoi on lit de cette manière, et savoir amener aussi la manière dont on va exprimer quelque chose voilà, sur un objet qui est quand même le fruit d'un travail d'une autre personne. Il y a toute une logique de, entre guillemets, la traduction dans la lecture qui m'intéresse beaucoup, une logique de la formulation de la traduction dans la lecture et que j'ai pu voir qui est très,
très bénéfique pour les étudiants. Comme un peu finalement un journaliste, un critique littéraire, un éditeur va aborder un texte. Dès le début, là, quand on travaille ensemble, c'est un peu aussi ce regard-là qu'on essaie d'exercer sans avoir spécialement une visée comment dire, stratégique ou commerciale, hein, c'est pas du tout l'idée, mais une logique vraiment, oui, de construction de quelque chose qui pourrait être rendu public à un moment donné, en mesurant les enjeux le plus possible. Et j'aimerais revenir sur le rôle de l'étudiant. Quand toi, tu es face à tes élèves, est-ce que tu es capable d'identifier des caractéristiques communes, des questions qui reviennent tout le temps, des soucis, des problèmes qui reviennent tout le temps quand on cherche à écrire? Est-ce qu'il y a une typologie de problèmes qui se posent ou pas du tout? Bien, oui, bah, la question des débuts, évidemment, la question des personnes, première, deuxième, troisième, la question du rythme de travail, d'une manière de travailler, la manière dont on construit ces petites maisons qui sont chaque fois des textes, la manière dont la géographie se passe au sein d'un récit, et comment est-ce que quand on travaille un texte, on circule à l'intérieur de ce texte soi-même. Et puis, alors quelque chose, puisqu'on a des choses très très concrètes et très, très sensibles, c'est qui revient beaucoup, pour la majorité, pas pour tous et tous, c'est la question de la concentration, de la discipline et des méthodes de travail au quotidien. Euh, et du coup, le cadre scolaire, le cadre d'une école d'art, permet de vraiment aussi contribuer à une forme d'espace, la construction d'un espace de travail pour les étudiants qui est bénéfique. Et en fait, ça apparaît très idiot, très con, mais c'est presque la chose essentielle. C'est ce lieu qui ponctuel, avec des rendez-vous, avec une régularité qui permet aussi d'établir une forme de continuité dans le travail et d'arriver à quelque chose de soutenu après 1 an, 2 ans. Voilà. Ça, c'est pour être très concret, c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris au départ. On pense toujours que chacun se débrouille un peu avec sa capacité de travail, sa force de travail, sa discipline, mais ce qu'on voit émerger à travers cette question-là aussi, c'est quelque part tous les problèmes du monde qui rentrent dans l'école ou qui rentrent dans un... Les étudiants qui travaillent en même temps, les questions de logement, les questions de temps. Et le temps, c'est des questions politiques, c'est des questions qu'est-ce que je fais à côté, comment est-ce que j'ai appris à travailler, mon bagage avant, mes formations précédentes. Certains ont appris à travailler parce qu'ils sont passés par des grandes écoles ou par des concours très difficiles et puis ils s'en sont libérés ou détachés pour venir écrire. D'autres n'ont jamais connu ça. On peut avoir des parcours plus chaotiques et ça se ressent sur la manière dont on travaille. Voilà. Et ça a contribué aussi à éclaircir la question que j'avais soulevée dès la première capsule, quelque part, c'est que oui, le génie créateur ou la pulsion d'écriture, le jaillissement comme ça qui viendrait spontanément, je ne l'ai jamais rencontré ni croisé. Et donc, voilà, cette donnée-là me paraît, voilà, elle est assez simple, évidente, un peu oui, très, très, très concrète, quoi. Mais elle est très réelle. Et s'il y a une chose qui, en commençant à travailler de cette manière-là, m'a sauté aux yeux, c'est ça. Ouais. Moi, j'aime bien cette idée que tu avais partagée, je crois, lors de l'introduction, de cette idée que la littérature, quelque part, n'avait pas d'abri, n'avait pas de lieu où se nourrir, où se protéger, ou justement où se rassembler. Et donc, tu disais d'une part que pour toi, la littérature est un geste collectif. Est-ce que c'est correct? Est-ce que j'avais bien compris? Oui, j'ai l'impression qu'un livre aujourd'hui, c'est pas uniquement l'expression d'un écrivain ou d'un auteur, c'est tout un ensemble d'enjeux économiques, sociologiques, politiques, en gros, qui vont faire quelque chose comme une œuvre ou un livre va exister un jour. Le choix d'un éditeur, le choix de, des journalistes après ou des critiques, le choix de programmateurs. Ce qui fait un livre, c'est tout ça. Les amitiés aussi, c'est très important. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Par exemple, ça fait partie des choses qu'on essaie de travailler, c'est à qui faire lire à un moment donné, dès que ça sort de l'atelier ou du cercle étroit. Voilà, c'est qui est un bon lecteur pour une œuvre, pour un travail parfois en cours ou pas totalement achevé. Et la notion d'amitié dans les arts, ça ne vaut pas que pour la littérature, je pense, est importante.
Alors, plus peut-être encore pour le texte, parce que ça demande un engagement de lire 100 pages, 300 pages de quelqu'un. Ça suppose de savoir à qui on confie ça au bon moment, quand on est en train encore d'essayer d'achever quelque chose. Ouais. C'est vrai, c'est absolument vrai. Et une fois donc qu'on a ces relations, hein, on a ces relations d'amitié, relations professionnelles, on a un lieu où se ressembler. Mhm. Je me dis, il y a la question de rentrer à l'école, d'être accepté à l'école. Et là, je me pose la question que je trouve, enfin, j'aimerais beaucoup connaître ta réponse. J'imagine qu'il y a une espèce de sélection, hein, évidemment, pour rentrer, pour Mhm. participer à tes ateliers et puis au programme de Mhm. master. Et toi, ben, la question, ce n'est pas comment tu procèdes à la sélection, mais qu'est-ce que tu cherches quand tu... J'imagine que Mhm. tu lis beaucoup de choses que les candidats potentiels écrivent, non? Tu lis beaucoup. Mhm. Qu'est-ce qui te touche? Qu'est-ce qui te frappe? Qu'est-ce que tu cherches quand tu lis quelque chose? Ouais. Pour faire le lien avec la question précédente aussi, où je sais que l'idée de creative writing donne une idée de ce qui ça pu se passer aux États-Unis ou de modèles d'enseignement. En fait, moi, les modèles n'étaient pas tellement ceux d'enseignement, étaient plutôt, comme j'avais dit, ceux de la vie des revues, par exemple, où là, à la fois, il y a l'idée de collectivité, le contact avec un public, avec le régime de diffusion des librairies ou l'Internet aujourd'hui, mais il y a aussi l'idée d'une circulation d'une sensibilité commune, quoi, qui peut se partager entre des gens qui se connaissent ou pas, mais soit ça passe par des œuvres qui s'admirent respectivement, soit ça passe par des amitiés réelles, et par aussi des logiques de collection dans les maisons d'édition. Moi, ça m'a beaucoup influencé, ça aussi, c'est la manière dont certaines collections se sont construites sur des choix. Alors parfois, on ne comprend pas certaines co-présences au sein d'une même maison d'édition, d'une même collection, mais tout ça forme en tout cas ce qu'on appelle une ligne éditoriale au sens noble, mais qui peut être aussi une ligne de création, une ligne de conduite, une ligne d'échange, une ligne de partage, une ligne sensible en tout cas, voilà, ou une ligne de savoir, mais une ligne de savoir sensible qui passe à travers différents auteurs, différentes manières d'œuvrer à quelque chose. Et en fait, oui, genre, très concrètement, j'essaie pas de contourner ta question qui peut être très, très difficile parce que, évidemment, on n'a pas, je ne fais pas de tableau où je coche des cases et en fonction de la moyenne des cases cochées, on va prendre tel ou tel candidat ou tel candidat. D'abord, je ne suis pas tout seul, on fait généralement à trois hein, avec Jefferson Selve et Nathalie Skorenek parce qu'on a souvent aussi des goûts différents, parfois des choix différents aussi, mais on discute. D'abord, ce qu'on essaie de voir, c'est une démarche, finalement, un parcours, ce qui motive le choix voilà, de rentrer, pas dans les ordres, mais durant 2 ans quand même, dans une logique assez disciplinée quoi, de travail sur un texte. On vient ensuite, oui, les influences, la nourriture qui a amené la personne à s'engager dans le travail du texte. Et puis après, le texte en lui-même. Alors évidemment, bon, s'il y a des gros problèmes d'écriture, mais le texte, le projet de texte en tout cas, voilà. Là, il y a très, très concrètement, une fois encore, il y a des choses tout simplement, dont qu'on se sent capable de suivre, ou sur lesquelles on n'a aucun avis, ou aucune idée, ou pour le dire encore plus simplement, c'est pas notre truc, ou on voit pas ce qu'on peut faire. Alors parfois, ça peut être parce que c'est excellent. Cette personne n'a pas besoin de nous. Justement, est-ce que Alors, ça t'est arrivé, voilà. Gilles, est-ce que ça t'est arrivé de voir un dossier ou de lire quelque chose et puis de dire à cette personne, franchement, tu n'as pas besoin, vas-y, fais, Ouais, lance-toi, ça t'est arrivé? c'est déjà arrivé, pas à formuler comme ça, mais de bon, là, c'est bien, puis voilà, il a à le faire, il n'a pas besoin de nous. Parce que c'est des gens qui peuvent aussi, certaines personnes peuvent trouver des prétextes à un encadrement parce qu'ils n'arrivent pas à finir quelque chose eux-mêmes. Alors, c'est pas nous qui allons l'aider à le finir non plus. Donc, des projets trop aboutis, ou bien ou pas bien d'ailleurs, mais qui sont déjà, voilà, quelque part ça ne sert à rien d'y toucher, enfin, c'est pas notre affaire. Voilà, ça, on évite. Il y a des choses, par contre, voilà, où on sent qu'il y a un début extrêmement prometteur, que quelque part la personne n'aura pas vraiment bien besoin de nous en termes de vision de ce que peut être son texte ou sa littérature, enfin, mais qui a besoin d'un échange, d'une régularité, et puis qui pourra aussi apporter beaucoup lui-même,
comme lecteur par rapport aux autres projets dans l'équipé qui se construit. Donc voilà, il n'y a pas de règle, mais c'est énormément de paramètres qui entrent en compte et qui ne sont pas toujours des paramètres qui vont très à l'excellence, quoi, mais qui sont plus à la perception d'une sensibilité qui peut être mis en partage. Voilà. Et en tout cas, toi, tu refuses un petit peu d'adopter pardon, cette vision de l'écriture et de l'expression artistique comme un moyen thérapeutique de s'exprimer. C'est correct? Oui, c'est vrai. Moi, parce que je l'avais dit un peu au début, je vois toujours quand on entend les d'écriture ou creative writing, il y a toujours trois éléments qui reviennent un peu, alors à doses différentes, hein, mais c'est l'idée d'une technique, de trucs à transmettre. Bon, ça, moi, j'y crois pas. Je sais pas comment, je sais pas si ça existe. J'ai jamais croisé vraiment quelque chose de cet ordre-là qui pourrait être efficace ou que j'ai envie d'utiliser. L'idée aussi, oui, que la littérature, ou même l'art en général, à voir avec l'expression de soi, ou à voir avec l'idée de l'expressivité, et que il y a quelque chose d'original qui peut provenir d'une recherche en soi, de quelque chose de très singulier qu'il faut mettre à jour pour le reste de la Terre. Quoi. Cette idée-là, elle existe toujours évidemment quelque part, mais en faire un des piliers ou un des axes de rotation du travail dans un cadre scolaire, je trouve que c'est assez dangereux. Et puis sa traduction un peu thérapeutique aussi, oui, de penser que si quelqu'un accouche de ce qu'il a en lui, de l'ordre de l'écriture ou du livre, et le livre cristallise vraiment ces idées-là de manière très forte, il y aura quelque chose de l'ordre presque d'une guérison ou d'une vie qui pourra enfin commencer, ou d'une carrière qui pourra se lancer. Ça, voilà, c'est trois faux amis, trois piliers généralement qu'on entend, auxquels on pense quand on pense creative writing et qui me paraissent contre-productifs ou donner lieu à des endroits de travail, voilà, qui, moi, m'intéressent moins. Et alors, j'ai un peu réfléchi à ça, justement, suite à nos échanges, évidemment, de ce qu'on a fait. Et je me suis dit, tiens, on pourrait presque parallèlement revendiquer trois autres endroits à côté de l'idée euh, de la technique, privilégier l'idée de travail plutôt. Un texte, ça se travaille. Moi, je disais toujours ça quand on me donnait, mais l'écrire, ça ne s'apprend pas. Enfin, on entend toujours. Alors, je disais toujours, ben non, écrire ne s'apprend pas, mais un texte, ça se travaille. Et donc, du coup, c'est se mettre au travail, et remettre au travail le texte en permanence jusqu'au moment où on est satisfait. Ça, c'est une chose. Ce n'est pas de la technique, c'est du travail. Et travailler, on ne le fait pas toujours tout seul. On peut le faire dans une logique d'échange et dans un cadre qui, une fois plus, un abri et une maison. Et contre l'idée de l'expressivité ou de cette sorte de truc en soi qu'on devrait être amené à sortir, moi, j'ai toujours défendu les logiques des influences et de ce qui nous nourrissait. Et du coup, d'ailleurs, le programme à la Camp, on se fait beaucoup là-dessus, c'est beaucoup d'écrivains, d'éditeurs qui viennent. C'est se faire finalement intoxiquer par mille autres choses qui ne sont pas soi. Et se laisser habiter par des œuvres. Et à l'influence, on pourrait même rajouter l'admiration. Refaire vivre l'idée d'admiration, ressusciter cette capacité d'émerveillement face aux œuvres des autres. Et comment on la traduit pour soi, comment on s'en nourrit, comment on s'en détache, ou bien une capacité de détestation. Moi, j'aime bien aussi, je trouve que les gens parfois disent trop souvent, soit ne disent rien, soit disent qu'ils aiment, mais je trouve que c'est très bien aussi de dire ce qu'on n'aime pas, non pas pour détruire quelqu'un ou pour en faire une affaire personnelle, c'est pas du tout la question, mais des logiques de positionnement de soi par rapport aux œuvres, ça, je trouve que c'est très important de le faire vivre, de manière non psychologique, justement. Et oui, il y a l'idée thérapeutique, alors là, je ne sais pas quoi opposer, si ce n'est que très vite, moi, je pense qu'il faut en fait, y opposer l'idée politique au sens très large. C'est tout ce qui est, comme disait Deleuze, tout ce qui est de l'ordre du petit secret personnel, de la petite affaire à soi, de sa petite affaire familiale, de son petit trauma. En fait, on fait des questions politiques, de remettre du monde là-dedans, de la collectivité là-dedans et du commun. Et de quitter justement le petit sauvetage de soi, mais essayer de voir comment ça passe. Et on est traversé par justement le monde qui nous entoure, des questions politiques. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas parler de soi. Et moi, je suis un grand défenseur, par exemple, des formes très brutes d'autobiographie ou
questions d'écriture de soi, enfin, tout ça, ça ne me dérange absolument pas. Et même, je suis plutôt très à l'aise, oui, avec ce champ-là d'écriture. Mais parce qu'il faut comprendre que tout ça, même l'autographie la plus personnelle, si elle ne fait pas passer un peu de la terre entière, si elle ne fait pas passer les amitiés, les engagements, si elle ne fait pas passer le monde en elle, bon, c'est pas très intéressant, quoi. L'autographie est intéressant comme récit, justement, oui, de témoignage, mais d'un positionnement qui est toujours finalement collectif et politique, je pense. Donc voilà, sur ces 3 points-là, des 3 contre-propositions que je ferai et qui me mettent moi au travail avec des autres, dans le cadre de l'enseignement en tout cas, oui. D'accord. Revenons un moment en arrière et parlons encore un petit peu vraiment de creative writing. Est-ce que tu pourrais encore nous parler un petit peu de l'histoire que j'imagine, enfin qu'on sait est très récente de ce courant? Et je suis curieux de connaître ton point, ton avis. Pourquoi le creative writing n'est pas aussi populaire ou aussi utilisé en Europe que non, par exemple, évidemment, dans les pays anglo-saxons? Parce que l'histoire n'est pas du tout la même, je pense. Il y a ce que j'avais dit au départ, là, ce mythe romantique pour aller vite, hein, cette histoire aussi de la littérature en France à partir du 18e, 19e siècle qui s'institutionnalise et qui devient vraiment un pouvoir en lui-même, et qui est le fruit toujours de personnalités comme ça, très fortes et voilà, qui a suivi un chemin aussi inverse des autres pratiques artistiques. L'écriture n'a pas connu ce que la peinture a connu avec les ateliers des grands maîtres, où la peinture était collective. Bon, souvent, enfin, c'est un peu une banalité de le dire, mais les grands maîtres avaient beaucoup de mains derrière eux pour travailler. Donc c'est toute une histoire parallèle qui s'est construite comme ça et qui a conduit à ce qu'en Europe, voilà, il y ait un héritage parfois trop lourd qui devient contre-productif et quelques personnes commencent à s'en rendre compte et qui a fait rater à la littérature quelques trains dans le champ de l'art et dans le champ de l'art contemporain en particulier. Et puis il y a aussi des affaires, à mon avis, alors là je ne vais pas m'improviser géopolitologue et historien des États-Unis, mais l'histoire américaine aussi est construite sur d'autres principes d'enseignement. Les universités ont une histoire qui n'est pas la nôtre, elle est la même qu'en Belgique ou en Europe. Et il y a l'idée de la professionnalisation qui est venue beaucoup plus rapidement s'infiltrer dans le champ du savoir et dans le champ de l'université. Il y a aussi, oui, enfin, tout ce qui... J'ai peur un peu de dire des banalités parce que ce n'est pas mon domaine, mais tout ce qui est idéologie de la réalisation de soi aux États-Unis, de la conquête de l'Ouest quelque part, enfin de trouver avec l'écriture finalement s'est retrouvé prise aussi dans ce jeu-là et amener, voilà, mais bon, donc c'est tous des paramètres sociaux, politiques, culturels comme ça qui font que ces histoires sont très différentes, pour le meilleur comme pour le pire d'ailleurs, c'est pas que l'un soit meilleur que l'autre évidemment, mais c'est des raisons, oui, je pense plus ou moins objectives là, ce que je viens de dire, même si elles sont assez connues aujourd'hui et classiques, hein, mais la littérature n'a pas échappé en effet à ce qu'on pourrait appeler, oui, ce zeitgeist américain, enfin c'était pour employer un vieux mot européen, allemand, de la réalisation de soi à travers une pratique, que ce soit un commerce, un livre, l'idée de l'art, enfin voilà, tout ça a été l'idée du succès, de l'apprentissage du succès, tout ça, voilà, les États-Unis ont su en faire quelque chose qui a toujours été vu en Europe avec beaucoup de circonspection et de doute, quoi. Une fois de plus pour le pire comme pour le meilleur. C'est pas toujours pour de bonnes raisons. D'accord, d'accord, d'accord. Une autre chose que je voulais je voulais discuter avec toi, c'est intéressant parce que donc on t'a vu dialoguer avec Théo Kachani, avec Joanna Price, et puis on a vu ton introduction. Et tout au long de ces 3 capsules, il y a très peu de noms d'auteurs qui ont été cités, non? Alors, je trouve ça intéressant comme démarche. Et par contre, dans l'introduction, je crois que tu mentionnais Kenneth Goldsmith, right?
Et Oui. je trouve une figure qui est très, très intéressante et qui est justement à cheval entre littérature et art Mhm. contemporain aussi. Et puis qui avait justement cette pensée que je trouvais très intéressante et j'aimerais bien que tu puisses la développer. Cette pensée qui disent que en fait, la littérature n'a pas eu de avant-garde, n'a pas eu de révolution. Mhm. Est-ce que Mhm. tu peux me parler un petit peu de ça? Bah, alors, Kenneth Goldsmith, Goldsmith, il y a d'autres que moi connaissent beaucoup mieux son œuvre en France. Par exemple, François Bon, hein, qui a traduit l'écriture sans écriture, qui s'appelle Creative Writing, je crois en anglais. Mais moi, ça m'a beaucoup intéressé, Kenneth Goldsmith, pour plusieurs raisons. C'est que, euh, d'abord, il a pris le contre-pied avec ironie, et ça peut être peut-être une limite, mais avec ironie des enseignements de l'écriture aux États-Unis. Parce qu'on lui-même l'avait exercé, et il a battu en brèche cette idée justement d'originalité, d'expression de soi, de technique pour arriver à trouver cette pointe originale de soi. Enfin, donc ça, c'était très intéressant. Il a vraiment libéré cet enseignement-là euh, en, en saluant d'un constat qui est assez juste, je trouve, moi que j'ai trouvé très percutant, qui est l'idée que la littérature, finalement, n'avait jamais connu son XXe siècle, où elle était toujours empreint de cet héritage 19e ou romantique sur le génie, la création. Et que, à l'appui de sa thèse, le numérique était l'occasion pour la littérature, le web, de se rendre compte de cette révolution manquée et de ce qu'elle n'a pas accompli comme geste de l'art contemporain, quelque part, ou des avant-gardes qu'on a connus avec Duchamp, avec tous les avant-gardes qu'on connaît historiques du XXe siècle jusqu'à, je sais pas, jusqu'au pop art, par exemple, pour Connie Goldsmith, ou la Beat Generation, ou le Laurence Weiner, tout ça. Enfin, et donc, il s'est dit, tiens, le numérique est une chance pour la littérature de se rendre compte que, finalement, euh, le texte en tant que tel, neuf, est-ce que ça a vraiment existé? Est-ce qu'on n'a pas toujours fait que découper ce qui existait déjà? Et que le web, le numérique, c'est du langage écrit qui met tout à disposition, que toutes les idées sont quelque part déjà là, et que finalement, l'écrivain est en position aujourd'hui de devenir une espèce de super creator ou super commissaire, c'est-à-dire de ne plus faire que sélectionner dans ce qui est à disposition par 2 clics sur le net. Et donc, son art n'était plus de proposer du nouveau, du contenu, mais de mettre ensemble ce qui n'avait encore jamais été, mais qui était déjà à disposition. C'était une idée assez belle. D'ailleurs, lui, bon, il a créé UbiWeb, justement, qui récolte, qui met ensemble, qui, qui, qui met à disposition énormément de choses, en essayant justement de contourner tous les problèmes de droits d'auteur, de copyright, et ainsi de suite. Ça, on pourrait aussi en parler, qui n'est pas tout le même aux États-Unis qu'en Europe. Et puis sur sa pratique, lui, je ne sais jamais comment il se définit, comme poète, comme artiste, activiste, homme de radio aussi, homme du web, voilà, d'avoir ces idées toujours d'appropriation, collage, plagiat, cette revendication de plagiat qui est très intéressante et qui libère beaucoup. Après, je pense que voilà, il y a un danger quand même. C'est que si je ne me trompe pas, je crois que Kenneth Smith a beaucoup travaillé aussi dans la publicité, ce qui n'est pas grave en soi. Hein. Mais le danger, c'est aussi du coup de rester dans la bonne idée ou dans le truc malin. Et quand on voit ce que fait Kenneth Smith, souvent on dit ah, mais c'est malin, oui, oui, il fallait y penser, oui. Et du coup, on le fait, on le réalise. Bon, une fois que c'est fait, on peut retomber dans une forme de fétichisme, une fétichisation de l'œuvre ou de la chose réalisée, de l'objet en tant que tel, d'une espèce d'art néo-conceptuel comme ça. Et là, je me dis, c'est dommage d'avoir ouvert le champ, d'avoir libéré vraiment l'espace de toutes ces scories un peu techniciennes, psychologiques et tout, pour peut-être retomber dans une réification de l'objet ou de l'œuvre ou de la bonne idée. Quoi. Et voilà, mais après, voilà, ça a fait école et c'est très riche. Mais je pense qu'il ne faudra pas se reposer là-dessus. Euh, mais là où il a raison, je pense, c'est ça, c'est que alors, est-ce que ce geste que je viens de décrire rejoint aussi peut-être parfois une certaine aridité d'un art conceptuel ou d'un art minimaliste, américain par ailleurs, souvent, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à part bon, l'école américaine, Charles Schulstein, tout ça, c'est la littérature très vite
soit n'a pas réalisé cet acte-là, soit n'a très vite quitté, de se servir de son propre médium, quoi, de se rendre compte de son propre support, du mot comme tel, quoi. Et ça, des gens comme Kenneth Goldsmith s'en sont vraiment rendus compte à juste titre et au bon moment, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il part de ce constat aussi, c'est pourquoi est-ce que, voilà, c'est un peu de la considération sociologico, j'espère pas de comptoir, enfin de base, mais pourquoi est-ce que le champ de l'art contemporain suscite aujourd'hui plus que jamais un tel engouement public, de tels financements aussi, de telles infrastructures, de tels élans, quoi, à travers le monde, une telle effervescence autour des foires, des biennales. Pourquoi est-ce qu'il y a tout ce pouvoir de captation de l'attention symbolique, critique, financière de l'art contemporain, et que la littérature, un peu par culture, par tradition, par héritage, continue à entretenir cette espèce d'entre-soi, on continue à entretenir, parfois, je dirais, pour être un peu méchant et caricatural, cette couche de poussière qui l'enrobe comme ça, cet héritage. Et je trouvais ça intéressant, et moi je partage tout à fait cet avis, de dire que non, la création littéraire ou l'écriture est proprement parlé un art contemporain comme les autres, et que même quand on parle du cinéma, il reste incompréhensible qu'il n'ait toujours pas trouvé ses moyens de financement adéquats, comme ça peut l'être pour le cinéma, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on estime aujourd'hui qu'un scénariste, un film ne se réalise de ce monde, finalement, enfin, la majorité des cas, évidemment, que quand les pouvoirs publics ou un système de répartition a permis que de l'argent soit obtenu pour faire le film, et que n'importe qui, du coup, qui travaille 1 heure, 10 heures ou 10 mois sur un film, est payé dans le modèle idéal. Hein, voilà. Tandis qu'en écrivant, on considère toujours que c'est 2, 3, 4, 5 ans de travail qui ne doivent absolument pas être financés. En tout cas, par un système de répartition, par un système de mécénat ou un système contributif de la société, comme c'est l'est pour le théâtre, pour le cinéma, et de plus en plus pour l'art contemporain. Et ça, c'est mystérieux. C'est comme s'il y avait une fierté d'un certain milieu à entretenir cet héritage-là de pauvreté des moments de gestation. C'est vrai. Est-ce que très rapidement, est-ce que tu es en train de voir que les choses vont changer sur ce point ou Quand absolument pas? même, oui, il y a des choses qui bougent, ouais. D'accord. Je pense, bon, les situations en Belgique et en France sont différentes, hein, donc il ne faut pas généraliser. Mais on voit quand même, alors il y a une autre forme d'aumône quand même, qui est aussi des petites bourses ou bien des résidences d'écriture qui se déploient beaucoup. Mais ça reste quand même des choses qui sont de l'ordre de l'aide plus que du soutien structurel économique. Mais par contre, il y a des signes intéressants par exemple, en France, on sait que pour les manifestations littéraires, les écrivains invités maintenant sont invités, donc sont aussi rémunérés pour leurs interventions, leurs prestations dans le cadre d'un... Ce qui avant était impensable. On pensait toujours qu'un écrivain qui parle quelque part ou qui est invité quelque part, c'est toujours considéré comme de la promotion de son œuvre ou de son livre, et que donc ça doit toujours être gracieux. Mais aujourd'hui, de plus en plus, quand même, est rentré dans la pratique l'idée qu'un écrivain qui intervient quelque part, que ce soit qu'il sorte un livre ou pas, il doit être rémunéré parce que c'est un exercice et c'est un travail en lui-même, voilà, comme d'autres. Donc les choses sont en train d'un peu changer quand même, ouais. Enfin, les choses vont dans le bon sens. Je crois qu'on est loin du compte, mais les choses vont dans le bon sens, ouais. D'accord. Gilles, on va s'arrêter là. Donc, ça fait déjà une bonne demi-heure qu'on est en train de parler. Ah, bah, ça passe vite. D'ailleurs, je voulais te dire, enfin, moi, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à collaborer avec toi. Et il y a vraiment quelque chose de très beau dans la manière où tu transmets, non, ton savoir. Et je me disais peut-être un jour, on pourra parler aussi de la relation entre le texte écrit et puis le texte parlé, la manière dont toi, par exemple, en face du public, tu es Ouais. en train de transmettre quelque chose. Je trouve qu'il y a des très, très belles relations à découvrir là aussi. Et moi, je suis fasciné dans la manière, dans la passion que tu mets en partageant ton savoir. Et c'est très, très, très beau. Merci beaucoup. Alors, C'est grâce à ton inspiration et le dialogue, justement. Je ne sais pas si... Merci à toi, surtout. et Gilles, j'espère que bientôt tu auras la chance de nous rendre visite au centre-ville de Metz. Et puis, Avec j'espère aussi plaisir. que cette expérience
bien, elle peut continuer, hein. Peut-être c'est que le début. C'est un sujet fascinant qui nous intéresse. La question de l'école nous intéresse beaucoup. Comment envisager, comment transmettre, comment partager le savoir. Ce sont des sujets qui nous intéressent beaucoup. Donc, j'espère vraiment qu'on peut continuer à collaborer ensemble. Avec Merci plaisir. beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi, Merci. Patrick.